Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce tout nouvel épisode explosif de Can Inside. Aujourd'hui, on se penche sur un événement absolument historique et électrique pour le football africain. Les Lions de l'Atlas sont de retour aux affaires. Le tout nouveau champion d'Afrique fait son grand retour sur les pelouses pour se tester face au reste du monde. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quel retour. On parle d'une équipe qui a remporté la dernière CAN sur tapis vert, suite à cette fameuse décision administrative de la Confédération africaine de football. Et croyez-moi les frères, ce statut-là, il va falloir l'assumer sur le rectangle vert avec la manière, car le monde entier aura les yeux braqués sur eux pour voir s'ils méritent vraiment cette couronne continentale. Pour cette grande première post-CAN, le décor est planté et il est tout simplement majestueux. Le match va se jouer en Europe, en Espagne, directement dans l'antre de l'Atlético Madrid, le mythique stade du Civitas Metropolitano. Et ce n'est pas tout, car cette rencontre marque aussi le coup d'envoi d'une toute nouvelle ère pour le football marocain. C'est le grand baptême du feu pour le tout nouveau sélectionneur national, Mohamed Ouabi. Fini le passé, on ouvre un nouveau chapitre vierge et la pression qui pèse déjà sur ses épaules est monumentale. Il doit prouver que le Maroc s'est gagné autrement que sur des décisions de bureau. Mais alors, face à qui les Lions vont-ils devoir rugir pour ce match de gala? Est-ce un petit match amical de complaisance pour se rassurer et faire tourner l'effectif en douceur? Absolument pas la famille. Le Maroc s'attaque d'entrée à une véritable montagne sud-américaine, l'Équateur. L'analyste Imad plante décor d'entrée de jeu dans la vidéo en recadrant les supporters un peu trop optimistes qui s'attendraient à une large victoire éclatante. L'Équateur, ce n'est pas une équipe qu'on balaye d'un revers de la main. C'est actuellement l'une des formations les plus redoutables, les plus intenses et les plus solides de toute la planète football. Les chiffres avancés dans le débrief donnent tout simplement le vertige. On parle d'une équipe qui n'a encaissé que 8 petits buts sur ses 15 derniers matchs internationaux. C'est une véritable forteresse infranchissable. Dans la zone de qualification la plus difficile et rugueuse au monde, l'Amérique du Sud, l'Équateur pointe actuellement à la 2e place, juste derrière l'Argentine, championne du monde en titre. Leurs 2 seules défaites récentes dans ces éliminatoires, contre le Brésil et l'Argentine. Point barre. Le reste du temps, c'est un rouleau compresseur athlétique et défensif. Quand on regarde les noms qui composent cette arrière-garde équatorienne, on comprend très vite pourquoi les attaquants adverses font des cauchemars. Vous avez un milieu de terrain ratisseur exceptionnel avec Moïse Caicedo, qui agit comme un chien de garde devant une charnière centrale monstrueuse, composée de Piero Hincapié et surtout de Willian Pacho. L'analyste Hugo le dit d'ailleurs sans trembler et avec beaucoup d'assurance, Pacho est actuellement l'un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde. C'est un poison absolu qui gêne n'importe quel profil d'attaquant. Ajoutez à cela des garçons d'expérience comme Ordonez ou Estupiñán sur les flancs et vous obtenez un véritable mur de briques sud-américain. C'est donc un crash test grandeur nature pour le Maroc de Mohamed Ouabi. Ce match risque d'être extrêmement fermé, très tactique, une vraie partie d'échecs. On sait que les Lions de l'Atlas excellent aussi dans l'art de bien défendre, donc on pourrait très bien se diriger vers un match âpre, rugueux, où chaque centimètre carré de terrain devra être gagné à la sueur. Mais c'est très exactement le genre d'adversité de très haut niveau dont le Maroc a besoin aujourd'hui. Il faut se frotter à ce qui se fait de mieux en dehors du continent africain pour savoir où se situe réellement cette équipe en vue de la grande échéance du mondial. Et pour tenter de percer ce coffre-fort équatorien, le nouveau sélectionneur n'est pas venu les mains vides. Il a convoqué une liste pleine de 109, une véritable armée de jeunes prodiges. Parce que oui les frères, face à un tel mur défensif sud-américain, il va falloir trouver la clé pour faire sauter le verrou. Et pour tenter de percer ce véritable coffre-fort équatorien, le tout nouveau sélectionneur Mohamed Ouabi n'est absolument pas venu les mains vides. Il a pris une décision radicale, un choix fort qui montre qu'il n'est pas là pour faire de la figuration ou pour se reposer sur les lauriers du titre administratif de la dernière CAN. Il a décidé d'injecter du sang neuf et pas n'importe lequel. Accrochez-vous bien, pour cette liste post-CAN, ce ne sont pas moins de 7 petits nouveaux qui font leur apparition dans le groupe professionnel. 7. On parle de joueurs comme Ismaël Baouf, le controversé Issa Diop. On y reviendra, croyez-moi. Samir El Mourabet ou encore le très prometteur Yassir Zabiri. Et ce qui rend cette convocation absolument fascinante, c'est que Mohamed Ouabi connaît une grande partie de ces gamins sur le bout des doigts. Pourquoi ? Parce que c'est lui-même qui les a entraînés et conduits sur le toit du monde lors du sacre historique du Maroc à la Coupe du Monde U20. Il a façonné cette génération dorée, il connaît leur mentalité et aujourd'hui, il les invite à la table des grands.
Mais la vraie question tactique qui enflamme le plateau de l'émission, le grand dilemme qui divise les analystes, c'est de savoir comment les utiliser. Faut-il avoir l'audace, voire la folie de lancer ces gamins directement dans la fosse au lion en tant que titulaire face à la boucherie physique que promet l'Équateur? Pour l'analyste Steph, la réponse est claire, il faut avancer avec prudence. Il prône un mix intelligent entre l'expérience et la jeunesse. Son argumentaire est très pertinent. Mohamed Wabi vient tout juste d'arriver à la tête de la sélection A. Il doit d'abord prendre ses marques, imposer sa patte et surtout gérer les égos d'un vestiaire qui vient tout juste d'être couronné champion d'Afrique. Tu ne peux pas débarquer, balayer tous les cadres d'un revers de main et mettre 11 gamins sur le terrain face à la deuxième meilleure équipe d'Amérique du Sud. Pour Steph, l'Équateur est un crash test beaucoup trop rude pour faire des expérimentations totales. Il vaudrait mieux aligner l'artillerie lourde, les titulaires habituels, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre face à une défense de fer et profiter du deuxième match amical face au Paraguay qui s'annonce sur le papier un peu plus abordable pour donner du temps de jeu aux jeunes pépites. Cependant, il y a un poste précis où la jeunesse pourrait bousculer la hiérarchie dès la première minute et c'est Imad qui met le doigt dessus, le poste de numéro 9. C'est le talon d'Achille historique du Maroc. Ayoub El Kaabi, malgré toutes ses qualités, n'est pas l'assurance tout risque absolu au plus haut niveau international. Et c'est là que le jeune Yassir Zabiri a une carte monumentale à jouer. On parle tout de même du meilleur buteur de la Coupe du Monde U20. S'il y a bien un secteur où Wabi pourrait tenter un coup de poker pour dynamiter l'attaque, c'est ici. Et face au doute sur le fait d'envoyer un jeune attaquant inexpérimenté se frotter à des monstres comme Pacho ou Caicedo, l'analyste Hugo lâche une réponse parfaite. C'est un baptême du feu et c'est exactement ce qu'il faut. Si ces jeunes veulent prétendre à une place de titulaire pour la Coupe du Monde 2026, c'est maintenant qu'ils doivent comprendre l'exigence du très haut niveau. Affronter une charnière de classe mondiale à 20 ans, c'est le meilleur apprentissage possible. C'est le moment de se transcender. Mais si le poste de numéro 9 pose question, c'est toute l'animation offensive marocaine qui est sur le banc des accusés. Et le débat qui suit sur l'inefficacité chronique des Lions de l'Atlas fait très mal à entendre. Parce que oui, la famille, on a beau s'extasier sur notre solidité défensive légendaire ou sur nos jeunes pépites, il y a un mal profond qui ronge cette équipe nationale depuis des décennies. Un problème quasi génétique, un syndrome tenace que chaque sélectionneur a tenté de soigner sans jamais trouver le remède miracle. L'inefficacité offensive chronique. C'est le grand sujet de crispation sur le plateau de l'émission et Imad, l'un des analystes, dresse un constat historique absolument terrifiant et tellement vrai. Regardez dans le rétroviseur, les frères, c'est l'histoire d'un gâchis perpétuel. Sous l'ère Hervé Renard à la Coupe du Monde 2018, le Maroc pratique un football magnifique, champagne. On domine le Portugal de Cristiano Ronaldo, on bouscule l'Espagne, on écrase l'Iran dans le jeu. Et pourtant, on ne sort pas des poules. Pourquoi ? Parce qu'on est incapable de la mettre au fond. On est inefficace au moment de tuer le match. À la CAN 2019, rebelote. On domine le Bénin de la tête et des épaules, mais on se fait sortir piteusement au tir au but. Inefficacité totale. Même lors de notre épopée magique et héroïque au Qatar en 2022, où on atteint le dernier carré, comment on passe les tours ? On se qualifie au tir au but contre l'Espagne après un 0-0 irrespirable. On bat le Portugal sur une tête venue de l'espace de Youssef En-Nesyri, 1-0. Et on gagne contre la Belgique, 2-0. C'est grandiose, c'est historique, mais ça repose sur une solidité défensive surhumaine et des contres chirurgicaux. Dès qu'il s'agit de faire le jeu face à un bloc bas, dès qu'il faut contourner une équipe regroupée et trouver la faille dans un système fermé, comme face au Nigeria lors de la dernière CAN, où le Maroc domine de bout en bout avant de gagner ric-rac au péno, on souffre atrocement. C'est là que le bas blesse pour Mohamed Wabi. Il hérite d'une équipe qui sait souffrir, qui sait défendre, mais qui bégaye son football à l'approche de la surface de réparation. L'animation est trop stéréotypée et le symbole absolu de ce paradoxe frustrant, comme le souligne Imad avec beaucoup d'exaspération, c'est Ismaël Saïbari. Le mec évolue au PSV Eindhoven, il détruit les défenses du championnat néerlandais, il envoie des missiles dans la lucarne tous les week-ends, il brille en Ligue des Champions, mais dès qu'il traverse la Méditerranée et enfile le maillot rouge et vert, il te fait des frappes molles qui terminent à côté du poteau de corner. C'est à s'arracher les cheveux. Et c'est dans ce désert offensif que le nom d'un seul homme résonne comme l'ultime bouée de sauvetage, Brahim Diaz. Malgré la polémique de la finale, c'est lui qui a porté l'équipe sur ses épaules pendant la CAN avec presque un but par match. Il est le seul aujourd'hui à pouvoir apporter cette touche de génie, cette efficacité
essai clinique qui manque cruellement au Lion de l'Atlas. S'il y a un circuit de passe à construire, c'est autour de lui. Si Wabi, comme la rumeur l'annonce, souhaite repasser à un système en 4-2-3-1 avec un vrai numéro 10, Brahim Diaz est la clé de voûte de ce nouveau projet. Mais avant de s'enflammer sur le meneur de jeu du Real Madrid, il y a un sujet brûlant, clivant et explosif qui concerne la défense marocaine et plus particulièrement un certain binational qui vient de retourner sa veste de manière spectaculaire. Préparez-vous au scandale, Issa Diop. Parce que oui les gars, si l'animation offensive pose de lourdes questions existentielles, il y a un dossier en défense centrale qui est en train de mettre le feu aux poudres et de diviser littéralement tout le pays. Un dossier brûlant, explosif, qui touche à la fierté nationale et à l'identité même de cette équipe. Préparez-vous car l'analyste Hugo ne prend absolument aucune pincette et sort la sulfateuse pour aborder le cas ultra polémique du nouveau convoqué, le défenseur de Fulham, Issa Diop. Je vous remets le contexte pour ceux qui auraient loupé cet épisode de la télénovela des binationaux. Pendant des années, quand il était plus jeune et qu'il crevait l'écran, Issa Diop clamait haut et fort sur tous les plateaux de télévision qu'il ne jouerait que pour l'équipe de France. Les Bleus ou rien. Le maillot frappé du coq était son seul et unique objectif de carrière. Sauf que voilà, le temps passe, le train de Didier Deschamps ne s'arrête jamais à sa gare, la concurrence chez les Bleus est monstrueuse à son poste et la carrière internationale de Diop reste au point mort. Et là, miracle, à l'aube d'une Coupe du Monde 2026 qui s'annonce grandiose, son avis a évolué et il accepte soudainement de porter le maillot des Lions de l'Atlas. Et pour Hugo, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'analyste lâche les mots qui fâchent, des mots d'une puissance incroyable sur le plateau. Pour moi, ça relève de l'hypocrisie totale. Faut être honnête, c'est malhonnête. Bam, le décor est planté. Hugo dénonce le fameux complexe du plan B. Il est exaspéré par cette mentalité de roue de secours. Selon lui, le schéma est toujours le même avec ce profil de joueur. J'ai essayé avec la France, ça n'a pas fonctionné. Bon allez, vas-y, on va tester le Maroc pour jouer la Coupe du Monde. C'est un manque de respect viscéral pour l'écusson. Hugo compare directement cette attitude purement opportuniste avec la loyauté sans faille de la nouvelle génération. Prenez des gamins de 17 ou 18 ans qui crèvent l'écran aujourd'hui. Eux, ils n'attendent pas de voir si l'Espagne ou la France va les appeler pour faire leur choix. Ils choisissent le Maroc par amour, par conviction, dès le premier jour, sans faire de chantage à la fédération. Issa Diop, lui, vient faire ses courses au supermarché des sélections parce que la date de péremption de son rêve français est dépassée. Mais, et c'est là toute la schizophrénie du football de très haut niveau, l'émission est obligée de faire preuve d'un pragmatisme glacial. Au-delà de l'indignation morale et de la fierté blessée, sportivement parlant, le Maroc a-t-il vraiment le luxe de cracher sur un joueur titulaire en Première Ligue ? La réponse est non. Hugo et Steph finissent par l'admettre à contre-cœur. L'arrivée d'Issa Diop est une énorme plus-value pour la défense marocaine. Pourquoi ? Parce que la charnière centrale a pris l'eau de toutes parts pendant la dernière Coupe d'Afrique. Adam Azina a été catastrophique, toujours sans la corde raide. Et avec l'absence de cadre comme Naïef Aguerd, la défense est un véritable champ de ruines. Mohamed Wabi n'a pas d'autre choix que de colmater les brèches avec le talent disponible. Et le destin est d'une ironie mordante. Pour son tout premier match sous les couleurs marocaines, le mercenaire repenti va devoir prouver son amour du maillot face à un client redoutable, le vétéran équatorien Ener Valencia. À 35 ans, ou 36 comme le taquine le plateau, le renard des surfaces sud-américains va être le crash test absolu pour Diop. Le message de Steph est clair, on ne l'attend pas pour faire de belles relances, on l'attend pour rassurer les meubles derrière et prouver qu'il mérite sa place pour la Coupe du Monde. La pression est donc maximale sur le néo-lion de l'Atlas. Mais si la défense cristallise les tensions, il y a un homme, un seul, qui va attirer absolument tous les regards des caméras lors de ce match, particulièrement à Madrid. Et oui les gars, si Issa Diop concentre la colère des puristes du patriotisme, il y a un autre joueur qui va devoir gérer une pression médiatique et psychologique absolument dantesque pour ce match de gala, Brahim Diaz. Et croyez-moi, le hasard du calendrier et du lieu de la rencontre est d'une ironie mordante, presque cruelle. Où se joue cette affiche de prestige face à l'Équateur ? En Espagne. Et pas n'importe où en Espagne, au Civitas Metropolitano, l'antre de l'Atlético Madrid. Brahim Diaz, le joyau du Real Madrid,
Madrid va donc faire son grand retour sous le maillot marocain dans la ville de son club, sur la pelouse du rival historique. Mais surtout, et c'est là que ça devient brûlant, c'est son tout premier match officiel avec les Lions de l'Atlas depuis le traumatisme absolu de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Souvenez-vous de cette image qui a glacé le sang de tout un continent. La séance de tir au but décisive, le ballon de la gagne au bout du pied. Et Brahim Diaz qui tente... Une panenka ratée, le genre de geste d'une arrogance folle qui te fait passer du statut de héros national à celui de paria absolu en une fraction de seconde. Le plateau de l'émission soulève d'ailleurs un point fascinant et un peu cynique, la victoire administrative du Maroc sur tapis vert grâce à l'article 84 de la CAF a littéralement sauvé les fesses de Brahim Diaz. Imad le dit avec un mélange de soulagement et d'agacement. Je pense que la décision de la CAF est arrivée au meilleur moment pour lui. Il arrive au rassemblement tout sourire, tranquille. Si on n'avait pas eu cette victoire administrative, je ne sais pas comment le public marocain l'aurait accueilli. Et c'est la grande question qui divise la communauté aujourd'hui. Le statut de champion d'Afrique efface-t-il l'affront de cette panenka irrespectueuse ? L'analyste Imad est très honnête. Je lui en veux quand même. Les images restent en tête. Mais je n'oublie pas ce qu'il a fait avant. S'il peut garder sa forme du Real Madrid et amener l'efficacité qui nous manque, je suis preneur à 100%. Le pardon passera donc par le terrain. Et ce match face à l'Équateur est l'occasion rêvée pour Brahim Diaz de laver l'affront. Il va arriver sur le terrain avec une mentalité de guerrier, le couteau entre les dents, extrêmement revanchard pour prouver que son histoire avec le Maroc n'est pas terminée. D'ailleurs, les analystes s'accordent à dire que son meilleur poste pour dynamiter la forteresse équatorienne reste sur le côté droit, là où sa qualité de percussion et ses dribbles déroutants font le plus de dégâts, même si l'option de le replacer en pur numéro 10 dans le nouveau système de Mohamed Wabi est séduisante. L'heure est au pronostic, la famille, et ça promet d'être tendu. Steph voit un match cadenassé, une véritable guerre de tranchées tactiques et mise sur un très probable 0-0. Hugo, un poil plus optimiste sur la capacité du Maroc à forcer le verrou de Pacho et Caicedo, mise sur un match nul 1-1 en désignant sans hésiter Brahim Diaz comme le facteur X, le seul capable de trouver la lumière par son esprit de revanche. De son côté, Imad pronostique une courte mais précieuse victoire du Maroc 1-0 avec le retour en grâce d'Azzedine Ounahi ou de Nil El Ainaoui au milieu de terrain. C'est la fin de ce grand débrief d'avant-match sur Can Inside les passionnés. Le Maroc doit assumer son nouveau statut et ça commence maintenant face à la muraille équatorienne. C'est à vous de prendre la parole dans les commentaires. Avez-vous pardonné à Brahim Diaz sa panenka ratée lors de la CAN ? Doit-il être titulaire face à l'Équateur ? Que pensez-vous du cas Issa Diop, gros renfort défensif ou binational trop opportuniste ? Quel est votre pronostic exact pour ce choc Maroc-Équateur ? Détruisez la barre des likes pour soutenir la chaîne, abonnez-vous en masse et activez la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos débriefs d'après-match. Prenez soin de vous la famille et que le meilleur gagne, c'était Can Inside.